Bonsoir, comment allez-vous en ce mardi soir? Bienvenue sur Watch TV pour iWeek, toute l'actu Apple en live. On est en direct pendant 1 heure au lendemain de cette keynote qui nous a beaucoup occupé, qui a déçu certains d'entre nous, qui en a satisfait d'autres. Et ce soir, on va faire le grand débrief de cette conférence qui avait donc lieu hier soir à San Francisco. On attendait l'Apple Watch. On a eu l'Apple Watch avec pas mal de secrets qui n'ont pas été levés. Et ce soir, on va essayer de lever tous ces mystères sur la montre connectée d'Apple. Le show d'Apple hier soir a tourné plutôt à la démonstration commerciale. On est un peu resté sur notre faim et ce soir on va se tourner vers nos amis, nos experts qui ont fait des recherches avec moi aujourd'hui et on va essayer de répondre à toutes vos questions sur à la fois l'Apple Watch et donc ce nouveau MacBook Retina. Alors on va y venir dans un instant, mais d'abord je vais vous saluer tous les trois. D'abord je retrouve avec grand plaisir Guillaume Vendée qui était là hier soir en studio avec moi. Salut Guillaume. Salut Benjamin, salut à tous. Ça fait effectivement plaisir. On se quitte plus depuis qu'on parle de l'Apple Watch. Là, on va continuer à en discuter. Je pense de vive voix, de manière très passionnée. T'as remarqué, absolument. On compte sur toi. Hier soir, on était un peu occupé par l'émission. Donc, on se le disait. Après, il y a toujours des détails qui nous échappent. Et donc, l'idée ce soir, c'est aussi de vous parler de tout ce dont on n'a pas pu vous parler hier soir parce qu'on avait aussi loupé certains trucs. Il y a quand même beaucoup d'infos à gérer. On va essayer de rentrer en profondeur en tout cas et puis de s'incruster dans les détails des produits, effectivement. Et ben voilà, c'est la promesse de ce soir. Je vais aussi saluer un autre habitué de Watch, c'est Elie Abitbol qui se trouve du côté de Nice. Salut Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, ça va? T'as bien dormi? Pas très bien pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure. La keynote était bien techniquement, mais après il y a des petits trucs. On va en parler. Voilà, on va en parler justement et tu vas nous apporter des infos que je n'ai encore lues nulle part. Donc restez avec nous. On vous promet quelques infos exclusives, en tout cas sur le marché français. Et puis lui aussi, il était avec nous hier soir et je suis très heureux de le retrouver. 2 fois en 2 jours, ça devient une habitude. Salut Emmanuel Torregano. Bonsoir. Electronlibre.info, c'est le site que tu as créé. Tu es un ancien du Figaro, hein, tu étais aux pages médias notamment, et tu suis l'actu Apple depuis très longtemps, pour faire court. Exactement, voilà, c'est ça, pour faire court. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, chose promise, chose due, on va parler de l'Apple Watch, on va lui consacrer toute la deuxième partie de l'émission. On va commencer par le MacBook Pro, tu vois, il faut que je m'habitue, vous voyez, il faut que je m'habitue à son nom. C'est le MacBook Retina, c'est un retour aux sources. On n'a plus l'habitude de parler de MacBook sans accoler le suffixe Pro ou R. MacBook Retina, donc c'est le nouveau portable qui s'ajoute au reste de la gamme. Hein. Faut savoir que la gamme le reste de la gamme ne disparaît pas, ne s'efface pas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué avant de prendre les questions les unes après les autres à propos de ce portable? Qui veut commencer? Alors, moi, je veux bien éventuellement parce que je pense qu'on a assisté hier à la présentation d'un produit qui a donné le même sentiment qu'on avait eu à l'époque quand ils avaient présenté les premiers ordinateurs sans les lecteurs de CD. Donc, il y en a plein qui crient « Oh là là, on nous sacrifie des périphériques, des usages essentiels ». Et puis, en fait, on se rend compte qu'Apple a souvent raison sur ce genre de choses et qu'il y a des segments de produits qu'on peut proposer qui vont à l'extrême et qui vont épurer tout ce dont on a a priori pas besoin. Ils le savent mieux que nous. On le sait désormais. Et typiquement, ce Mac, il est quand même assez marquant parce que il a plus qu'un port, donc comme les iPhones et les iPads. Et je trouve que c'est ambitieux et je suis certain que ça répond à plein d'usages de plein de personnes, de même plein de professions. Donc je suis assez intéressé par ce produit, même s'il est quand même relativement cher, je trouve, en France. Elie? C'est un produit technologiquement assez bluffant parce qu'il est très mince, très léger.
Je suis assez d'accord avec Guillaume concernant un seul port. Il va y avoir beaucoup de débats. Il y en a déjà eu depuis ce matin sur Internet. Il y a les passionnés, il y a ceux qui prédisent la mort du Thunderbolt. Ouais. Qui était on va en reparler, justement. On va en reparler. Ah, d'accord. Très bien. Et donc, globalement, sinon, c'est une belle machine. La question va être, que donne la puissance du Intel M? Il y a certains détracteurs qui disent Intel M, c'est pas un bon processeur. Donc, est-ce que la machine va souffrir à cause de sa finesse, d'un manque de puissance? Mais tant qu'on ne l'a pas eu, on peut pas vraiment dire. Absolument. Manu, toi, l'impression qu'il t'a laissé ce nouveau MacBook Retina? Alors, moi, je pense qu'Apple, avec ce produit, ils finissent, disons qu'ils sont pas loin de terminer un process qu'ils ont entamé avec le premier MacBook Air et le Unibody. L'idée derrière ça, c'est pour eux, à mon avis, de simplifier considérablement, en effet, et là-dessus, je rejoins ce que disait le premier interlocuteur, il y a vraiment... Guillaume, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. J'étais dans mon raisonnement. Oui, donc l'idée, c'est que, en effet, on vient résoudre un grand problème qui existe depuis qu'on a inventé les ordinateurs portables. C'est que on est toujours tiraillé entre l'utilisation d'un ordinateur et de quelque chose d'autre. Alors aujourd'hui, on sait que quelque chose d'autre, c'est l'iPad. Et finalement, on est avec un produit qui est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'il veut apporter un peu plus de puissance que l'iPad, mais qui doit être beaucoup moins compliqué, beaucoup moins exigeant qu'un ordinateur de bureau. Et pour réussir cette transformation, il fallait, à mon avis, 2 points qu'Apple est en train réellement de conclure. La première, c'est l'arrêt de toute pièce mécanique. Ouais. Ça peut être un objet extrêmement solide. Et ce new MacBook Retina n'a aucune pièce qui bouge. Ça avait commencé par le disque dur. Voilà, le disque dur a été supprimé pour mettre du SSD et aujourd'hui c'est le ventilateur. Et ça, c'est, je pense, absolument indispensable pour une vraie machine nomade. Et puis la deuxième chose, mais ça, comme disait Eli, il faudra attendre les tests. Je pense que c'est peut-être la machine la plus homogène jamais sortie par Apple entre la mémoire, donc les 8 Go, le disque dur SSD et le nouveau Intel M. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant et qui va certainement aller, je suis un peu long, désolé, qui va certainement aller vers l'intégration petit à petit des puces fabriquées par Apple, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, puisque je pense que pour Apple, le jeu aujourd'hui, c'est de supprimer Intel de ces machines-là pour arriver vers une architecture ARM, comme dans les iPhones et les iPads. Ouais. Bon, alors merci pour ce première impression globale là, sur le MacBook Retina. On va comme promis prendre les sujets en posant et en répondant à une série de questions. D'abord, ce MacBook, il va être disponible en plusieurs couleurs. C'est quand même, on avait connu les MacBook blancs et noirs. C'était un peu le basique du choix. Là maintenant, on donne au MacBook un côté mode, puisque finalement il va être assorti notamment à l'iPhone et à l'iPad. Exactement, 3 couleurs, donc Space Gray, Silver et Stunning Gold, si on reprend l'expression d'Apple. Ouais. Est-ce que cette option en termes de design, est-ce que c'est un facteur est-ce que ça va faire venir du monde supplémentaire au Mac? Clairement, moi je suis persuadé que ça va dans le sens de proposer un produit. Grosso modo, ça répond à quel besoin ce MacBook? Finalement, c'est toutes les personnes qui peuvent être amenées à interagir en informatique, qui veulent quelque chose de super simple, mais qui soit avec un clavier physique. Concrètement, un clavier physique, un trackpad et puis un macOS, donc une interface qui fasse vraiment plus OS multifenêtre que ce qu'on connaît avec iOS. Et du coup, la cible de ce Mac, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est ma maman à qui j'ai pas envie de passer du temps à brancher des trucs et qui a déjà compris comment fonctionne une tablette parce que justement il y a qu'un port. Ouais, mais est-ce que monsieur et madame tout le monde se suffit pas d'un MacBook Air qui en plus est moins cher? Mais finalement, peut-être bien, mais je pense que c'est aussi l'argument qui vise à dire, pour répondre à ta première question, qu'il faut le proposer de plein de couleurs. C'est qu'on est aussi dans une forme d'objet de luxe. Et là, je veux pas faire une transition trop tôt dans l'émission, mais je pense qu'on est là aussi pour séduire. Donc, pour dire à double argument, d'une part, vous allez avoir un produit simple qui répond aux usages de tout le monde. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez l'habitude de faire sur macOS avec une expérience complète. Et en plus, on vous amène ça dans un écrin, donc qui vous montre que votre objet de tous les jours va
devenir un objet aussi indispensable et aussi sexy que ce que vous voyez avec l'iPhone et l'iPad du voisin. Donc pour moi, c'est une réponse complètement cohérente, malgré le prix, encore une fois, qui aide pas forcément à le positionner comme étant un produit grand public absolu, quoi. Ouais. Alors voilà pour la première question. Donc trois coloris. C'est plus compliqué à gérer aussi, hein, parce que ça veut dire 3 fois plus de stock. Hein. 3 coloris, ça veut dire plus de stock, plus de références à gérer. Donc c'est plus compliqué pour nous, mais allez, plus de choix pour les clients, on va dire que c'est bien. Ouais. Oui, mais en même temps, il n'y a pas 50 configurations hein, sur ce. Il y en a 2. Sur ce MacBook Pro. Enfin, je vais pas y arriver. MacBook Retina, voilà. Alors, justement, c'est plus compliqué avec l'iPad. Hein. C'est vrai, t'as raison. Alors là, on est sur le store de. Pardon, Elie, hein, on est sur le store d'Apple.com. Pas de souci. On commence par choisir la couleur, donc argent, or ou gris sidéral, ça c'est les noms en français. Et on a ces deux options. Hein. En gros, les deux seules différences, ça va être le stockage flash, 256 Go ou 512, et un processeur légèrement plus puissant sur la version haut de gamme, si on veut, avec des prix qui nous ont quand même assez. C'était pas une bonne surprise hier soir. Hein. 1449 pour le premier modèle, 1799 pour le deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le dollar, la parité dollar-euro était à 1,30, on avait une parité dollar-euro. Donc maintenant que le dollar se rapproche de l'euro, et on retrouve un différentiel de prix. Donc Apple a réajusté les prix à la hausse, qui est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On s'était habitué. Hein, voilà. Les crédits immobiliers sont plus intéressants, mais les Mac coûtent aussi plus cher en ce moment. On peut pas tout avoir. Il y a un point quand même à soulever quand tu parlais justement des couleurs et des choses comme ça. Ouais, Manu. Le nouveau MacBook Retina a quand même pour cible aujourd'hui les hybrides, c'est-à-dire ces produits qui sont vendus par les fabricants de PC comme étant à la fois des portables et puis dont on peut soit décrocher l'écran, soit le rabattre sur l'arrière de l'ordinateur. Et ce nouveau MacBook Retina est finalement à la fois la réponse d'Apple à ces produits. D'une certaine façon, Apple dit je ne vais pas aller sur ce créneau-là parce que ça m'intéresse pas, parce que mon OS n'est pas fait pour ça. C'est vrai, c'est compliqué. OS 10 et iOS sont deux OS indépendants. On n'a pas la fusion qu'on obtient aujourd'hui avec Windows 10. Donc c'est à la fois la réponse sur le marché. Et en même temps, c'est une réponse particulière ou singulière comme le fait toujours Apple. Comme tu l'as bien dit, c'est les 3 couleurs. C'est-à-dire que les 3 couleurs, elles sont là pour dire, non seulement on ne vous propose pas le même produit, nous on avance sur autre chose, cette simplification, la robustesse. Moi, j'aurais j'aurais pas de scrupule à proposer ça. Je pense que ça serait très même si c'est un peu plus cher. Moi, je suis sûr de lui donner une machine, elle peut le faire tomber. Ça, j'ai pas vraiment de gros problèmes. Ouais, voilà. ouais. Et là, je pense que c'est une vraie réponse de la part d'Apple. Alors en termes de caractéristiques, on va rappeler son poids. Hein, il pèse seulement 1 kg. Il fait 13,1 mm à son point le plus épais, et l'une des grandes nouveautés introduites par Apple avec ce nouveau portable, c'est cet unique port. Hein, donc c'est de l'USB, mais c'est un nouveau format de port USB. C'est l'USB-C. C'est une bonne ou c'est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs? Moi, j'allais dire que c'est ni une bonne ni une mauvaise, c'est une nouvelle qu'il va falloir intégrer. Et après tout, c'est comme ça que ça fonctionne depuis pas mal de temps avec Apple. Et avec le temps, on s'en plaint pas, quoi. Et si jamais il doit y avoir une seule réponse à donner pour répondre à la fois à la problématique du chargement, du stockage, du branchage de périphériques, et qu'on nous dit que c'est la meilleure solution par rapport à ce produit-là, il va falloir l'intégrer. Après, effectivement, ça pose des contraintes, les contraintes habituelles avec Apple, notamment d'acheter des adaptateurs qui sont à des prix complètement indécents à chaque fois pour des vulgaires morceaux d'électronique, mais c'est la réponse qu'il va falloir intégrer si on répond à la proposition du MacBook Retina, quoi. Alors avant de revenir sur ce port USB-C, je vous propose juste de revenir hier soir et de voir de quelle manière cette nouvelle prise a été présentée par Phil Schiller, le directeur du marketing mondial d'Apple. C'était hier soir à San Francisco. Now, of course, there is a time when it's really convenient to plug in a cable. That's when you want to charge quickly. So we do have a port on here for power. And the team decided if we're going to have a port on it, let's make the most versatile connector we've ever put in a notebook. And sure enough, they did.
One connector supports USB data, DisplayPort, power, HDMI, VGA, all through one connector. Ça applaudit, hein? La salle trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle. On verra Madame Michu. Along with a number of other companies have all worked together to create this new industry standard, and you're going to see it appear in more products. But first, you see it here on the new MacBook. Here's the cable for USB-C. It's a third the size of a standard USB cable. It's easier to use because it's reversible. No more trying to dive underneath and figure out which way it goes. And it's the most versatile connector. You'll see adapters from Apple, as well as many third parties to support all these different interfaces, all through one connector. So this is the new MacBook with its incredible keyboard, with its butterfly mechanism, its new multi-touch trackpad. Voilà, donc voilà cette prise, ce connecteur USB-C. Alors, tu évoquais ce point au tout début de l'émission, Elie. Est-ce que ça veut dire que le Thunderbolt, par exemple, ou même que l'USB tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître au profit de ce port unique finalement? Est-ce que si on croit l'expérience d'Apple, oui. Je pense, à terme, oui. Mais sur toute la gamme? Oui, ils commencent toujours par un modèle et puis après, il n'y a aucune raison qu'ils s'étendent pas, en tout cas à tous les portables, dans un premier temps, assez rapidement. Les petites indications qu'on a eues il y a quelques jours, c'est que le petit adaptateur MagSafe 1 vers MagSafe 2, qui était vendu au prix indécent de 10 €, vous vous rappelez, a disparu du catalogue. Donc déjà, le MagSafe 1, évacué. Donc il n'y en aura plus. Et puis après, oui, moi je pense que quand Apple l'introduit comme ça sur une gamme, ça va venir vers le reste. Par contre, je n'ai pas vu si l'USB-C est aussi rapide que le Thunderbolt 2, la dernière génération de Thunderbolt pour le haut de gamme. Ça, je n'ai pas vu de chiffre. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Non, c'est de l'USB 3, à ma connaissance. Oui, mais est-ce que l'USB 3, c'est du 3.1 même, je crois. L'USB 3.1 est plus lent que le Thunderbolt 2. En tout cas, c'est ce qu'Apple nous disait à l'époque. Moi, ce que je crains dans ce port, principalement, c'est le côté non MagSafe. C'est-à-dire que pendant des années, Apple nous a vendu et on a cru et on a tous expérimenté le fait que on pouvait arracher le câble sans faire tomber l'ordinateur. Ça nous est tous arrivé. Et ce que je crains, c'est que quelqu'un d'un peu maladroit, il va toucher le câble et puis on va avoir des ordinateurs qui valsent. Ils vont récupérer du SAV pour des cartes mères arrachées. Ça pose pas forcément de problème avec l'iPad aujourd'hui. C'est exactement la même solution. Et encore une fois, vous parlez d'extension à une gamme. Moi, j'irais même plus loin. Est-ce qu'il faut pas s'attendre à avoir un iPhone 7 qui fonctionne avec non pas un port Lightning, mais avec de l'USB-C? Est-ce que finalement toutes les machines Apple sont pas vouées à utiliser ce port? Ça c'est une bonne question. Pourquoi pas? Ouais. Manu? Oui. Il va y avoir conflit finalement entre les deux, entre Lightning et USB-C. Je pense que c'est une vraie question. Ouais. Ça m'étonnerait qu'Apple change le Lightning aussi vite, dans le sens où normalement une prise chez eux, ça dure quand même un peu plus longtemps que 2 ans. Ça serait un peu court, ça serait un peu rapide. Je pense que là, les gens auraient certainement des bonnes raisons de râler, vraiment, cette fois-ci, alors qu'ils l'ont fait. Tu fais référence au passage du 30 broches au Lightning. Voilà, la première branche iPod qui avait servi pour l'iPad et après le Lightning. La deuxième chose, et là-dessus je rejoins également Guillaume, la fin du MagSafe sur cette machine-là, en tout cas, elle prouve une chose, c'est que cette machine n'est plus faite, ou en tout cas Apple ne la conçoit plus comme étant un ordinateur portable conventionnel qui, à l'époque, dans une utilisation souvent pro, méritait de toute manière d'être branché à une prise électrique pour un confort d'utilisation. Et à ce moment-là, le MagSafe avait en effet une raison qui était que vous étiez sur une table, il y avait ce cordon-là, et si vos enfants couraient à côté et mettaient en l'air votre machine à 3 500 €, vous étiez vraiment pas très content. Là, avec cette machine-là, on est en effet plutôt dans un type iPad, vous la branchez la nuit, elle se recharge, vous la prenez le matin et vous êtes normalement à peu près capable de l'utiliser pendant toute la journée et de pas la brancher systématiquement. À mon avis, on est plus dans ce type d'utilisation-là de la part d'Apple. Ouais.
Bon bah voilà pour ce port USB-C, donc il va falloir s'y habituer parce que c'est sans doute un format qui va avoir du succès. Alors la prochaine question, c'est comment retrouver ces ports habituels sur ce MacBook Retina. Et ben la réponse elle est là avec cet adaptateur USB-C digital audio vidéo. Voilà qui offre, alors on le voit pas très très bien, mais donc on retrouve un port USB classique, on retrouve du HDMI au milieu et sur la gauche je pense que c'est de l'USB-C, hein. C'est ça, c'est pour pouvoir faire de l'alimentation si on veut en chaîne quoi, hein, voilà. Oui. Ça veut dire que le chargeur de ce MacBook Retina c'est un port USB-C, c'est une prise USB-C. En fait, Apple vend un câble USB-C vers USB traditionnel et un nouvel adaptateur 25 watts qui est plus petit, qui ressemble plus à un adaptateur d'iPad qui va permettre justement de l'alimenter. Donc voilà. Le câble, c'est USB vers USB-C. D'accord, ok. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des périphériques en préparation au format avec la connectique USB-C? Ben, l'annonce, elle a à peine 2 heures. Hein. C'est l'ASIC qui vient de dévoiler ce nouveau disque dur Porsche Design. Voilà, l'USB-C, c'est le seul connecteur qui sera proposé dessus. Alors on est bien en USB 3 hein, pour confirmer. Voilà, là c'est le modèle 500 Go qui est nettement plus fin que les modèles 1 et 2 Tera qui seront également proposés. Voilà, donc le premier disque dur USB-C, il est en route, il est en cours de fabrication. A priori, d'après les infos là que je glanais un petit peu à droite à gauche, j'espère que je dis évidemment pas de bêtises, mais le débit maximal théorique de la génération de l'USB 3.1, c'est 10 gigabits par seconde, ce qui fait quand même des très beaux débits. Ouais. En revanche, il s'agirait vraiment d'une toute première version de l'USB 3 et il devrait finalement être limité par 5 gigabits par seconde. Alors on va pas faire des guerres de chiffres, c'est pas forcément sexy à comprendre, mais je trouve que ça reste complètement acceptable pour un produit de ce type-là, pour faire quand même pas mal d'usage de transfert de données. Ouais, 5 gigabits, c'est la moitié du Thunderbolt première génération. Donc, oui. Voilà, ça permet de faire de la vidéo, au moins à titre. On fera pas du 4K, mais on peut faire de la vidéo, la vidéo de Monsieur Tout le Monde faite avec un iPhone 6, par exemple. Hein. Oui. Et peut-être que le Thunderbolt 2 restera sur les machines haut de gamme comme le Mac Pro ou les iMac 27 pour pouvoir continuer à faire de la vidéo numérique, puisque la vidéo va vers le 4K et peut-être un jour vers le 8. Hein. Donc, on a besoin de débit aujourd'hui. Alors, oui, ça c'est une course qui, juste pour finir, c'est vrai que cette course 4K, enfin la définition vidéo, c'est une course qui n'arrêtera jamais. Mais non, il y a un autre point que je voulais souligner, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des normes aujourd'hui sur les prises, notamment des normes européennes, qui s'imposent par exemple sur le smartphone, dans lequel Apple est un peu, comment dirais-je, dans une situation pas évidente. Donc la Commission européenne a tranché. Normalement, on doit utiliser une prise mini USB sur tous les appareils. Et avec ce type de prise, l'USB-C, finalement, est-ce que Apple ne fait pas ne fait pas un pas vers la résolution de ce problème-là, alors que dernièrement, il s'était plutôt montré assez froid avec la Commission européenne, qu'ils ont considéré que c'était finalement pas une bataille qui méritait d'être menée. C'est la raison pour laquelle moi je suis convaincu que dès l'iPhone 7, donc pas celui qu'on aura cette année qui sera plutôt le 6S mais l'année prochaine, ça fera depuis l'iPhone 5 qu'on a cette prise Lightning et je suis sûr que sur les autres appareils cette USB-C va s'étendre quoi. On en reparlera en temps et en heure à la sûr. Compte sur nous Guillaume. Alors l'une des autres nouveautés introduites par ce nouveau MacBook Retina concerne le clavier. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Il y a que ça qui pourra nous dire si ça a vraiment un sens. La mécanique en fait sous chacune des touches a évolué. On parle de ressorts en forme de papillon, si j'ai bien compris. Hein. D'accord. C'est du butterfly comme on dit en anglais. C'est ça.
Hein, je vous propose qu'on retourne quelques instants à la keynote d'hier soir pour voir voilà cette vidéo qui va nous montrer concrètement l'éclaté comme on dit du MacBook Pro. C'est assez spectaculaire puisqu'il va complètement se disloquer sous nos yeux. Alors ça nous permettra de jeter un œil aux batteries et on va voir qu'Apple a vraiment optimisé l'occupation de l'espace. C'était une des images qui nous a marqué hier soir, Guillaume, notamment. Ouais, tout à fait. L'occupation de la batterie est complètement incroyable. C'était déjà le cas de génération en génération d'appareils. On voit la batterie qui prend de plus en plus de place dans les appareils. Il suffit de regarder les ouvertures d'iPhone et d'iPad. Mais alors là, ça devient assez incroyable. On se demande s'il y aura autre chose qu'une batterie à l'avenir. Alors là, on est sur le trackpad. C'est quoi ce bobinage là qu'on a vu dessous? C'est un transfo ou quoi? Bah c'est tout ce qui sert, je pense, à sentir la pression sur et pas seulement le touch. Il explique, Phil Schiller, donc en fait, quand l'utilisateur appuie, il y a un retour qui est fait par l'électroaimant. Donc il y a une sorte de retour du trackpad qui donne une impression justement de pression. Voilà, et là on est effectivement dans la carrosserie même de ce MacBook Retina avec alors le nombre de batteries est quand même impressionnant. 6. Ils sont allés les caser jusque dans pas seulement les coins, mais aussi dans la plus fine épaisseur du châssis, pour vraiment que les batteries occupent le plus de place possible. Alors, avec quel bénéfice sur l'autonomie? Elle n'est pas si spectaculaire, finalement, par rapport à la place des batteries. Si? Non, mais on a un écran une machine assez puissante, hein. Avec un processeur Core M à 1,1 ou 1,2 GHz, ça fait pas tellement rêver quand même. Oui, non, peut-être que le processeur n'est pas en effet le plus puissant, mais comme je disais, la machine est relativement, je trouve, optimisée sur l'ensemble de ces éléments, batterie, mémoire, qu'est-ce que je voulais dire, disque dur SSD et processeur, et elle est peut-être relativement exigeante en utilisation. Moi, j'attends vraiment de pouvoir la tester pour voir si elle a cette capacité de réaction qu'on retrouve sur l'iPad et qui est si agréable, qui d'ailleurs avait mis, je trouve, un vent à tous les ordinateurs à l'époque du premier iPad 1, c'est-à-dire il y avait une espèce d'instantanéité qu'on avait nulle part, ce qui était quand même incroyable pour une machine à 600 €. Voilà. Et là, peut-être qu'on va retrouver sur cette machine-là, qui est finalement une espèce de gros iPad de prochaine génération ou d'après prochaine génération, avec un clavier. Si vous regardez la carte mère, elle a la taille de celle d'un iPad, quoi. C'est pour ça qu'hier je posais la question de savoir si on n'avait pas fait si l'iPad Pro dont on parle pour les prochaines semaines, les prochains mois de 12 pouces et ce MacBook de 12 pouces finalement était peut-être un seul et même appareil. Bon, apparemment c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a quand même les deux familles se rapprochent quand même de plus en plus. Alors on a aperçu il y a quelques instants le clavier de ce MacBook Retina. Il y a un détail qui nous avait échappé hier soir. Je sais pas si vous l'avez remarqué depuis. Là, on n'est plus sur le clavier, mais je vais quand même vous montrer le papier sur MacG. La police du clavier a changé avec ce nouveau MacBook, et c'est la police de l'Apple Watch en fait qui débarque sur les claviers des Mac. Fini la VAG Rounded qui était la police qui avait été créée pour Volkswagen à la fin des années 70, et place maintenant à cette police qui s'appelle San Francisco, qu'on retrouve sur l'Apple Watch et qui donc est la nouvelle police du clavier des Mac. Ça fait un petit changement. C'est Johnny Ive. Il me semble aussi que qui font la différence, Manu. Ouais, c'est Ive qui met sa touche partout. Il me semble aussi que certaines touches du clavier sont, il y a les options notamment commande, etc., qui sont formulées avec les mots en entier, si je me trompe pas. À moins que ce soit une différence que j'avais pas perçue avant sur les claviers anglophones QWERTY versus les claviers francophones. Mais là encore, est-ce que c'est pas un pas vers l'adoption de Madame Michu qui se demande peut-être où est la touche Shift? On parle de la touche Shift, mais c'est peut-être pas forcément où c'est. Il y a pas marqué Shift sur nos claviers à nous, hein. Non, il y a juste la flèche. C'est vrai que c'est marqué sur les claviers QWERTY, c'est marqué Shift, effectivement. Bon, voilà pour ce petit détail. Apple a toujours. Pardon. Ouais, vas-y Manu, je t'en prie.
Non, je disais que Apple, et c'est peut-être d'ailleurs l'héritage de Steve Jobs là-dessus, qui, vous savez, avait commencé en faisant de la calligraphie, enfin en étudiant essentiellement justement les polices de caractère. Ça avait été une de ses grandes passions. Apple a toujours travaillé, et c'est d'ailleurs, moi je trouve, un des points qu'on a souvent sous-estimé, et qui pourtant a montré que c'était une entreprise très singulière dans le marché de l'informatique et de l'électronique grand public. Apple a toujours travaillé soit les polices, soit les claviers. Le nombre de claviers qu'ils ont sortis en 15 ans, on va dire depuis le retour de Jobs en 97, c'est impressionnant. Ils en ont sorti avec des pavés numériques, puis après ils les ont enlevés. Ils avaient des grosses touches en plastique, puis après ils sont venus à ces petites touches qu'on connaît aujourd'hui. Puis après ils ont encore simplifié, puis ils ont supprimé les fils. Et ils ont été très souvent en avance sur ce marché-là. En pensant justement que le premier rapport qu'on avait avec ces ordinateurs, c'était le clavier et qu'il fallait travailler dessus. Et à mon avis, c'est encore une fois, voilà, cette évolution qui montre la singularité de cette entreprise. Ok Manu, bah écoute, merci pour ce petit détail qui finalement t'a inspiré. Ça me rassure. On va maintenant entrer dans la deuxième partie de l'émission. Je vous avais promis qu'on reviendrait longuement sur l'Apple Watch. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire sur ce MacBook Retina, en tout cas tout ce qu'on n'avait pas pu dire hier soir. Il y a quand même un point avant de se quitter, c'est d'abord la dispo qui est donc pour le 10 avril, et puis ce dont on parlait juste avant que l'émission démarre, Ellie, et c'est toi qui l'as remarqué, c'est que les prix ont bougé au catalogue Apple cette nuit. Oui, absolument. Apple a profité de la keynote pour réajuster les prix, vu que la parité euro-dollar a bougé ces dernières semaines. Apple a profité pour réajuster un certain nombre de prix. On trouve des choses comme les bornes AirPort qui ont augmenté de prix. L'Apple TV a légèrement baissé, mais ça on l'avait vu hier. Mais il y a quand même des Macs qui ont énormément augmenté, hein. Oui, absolument. Dans les portables, les iMac n'ont pas bougé, mais les MacBook Air et les MacBook Pro Retina, en particulier le 15 pouces, ont augmenté de prix. De combien ? De tête, il y a des variations de prix suivant les modèles qui peuvent aller de 150 jusqu'à 300 € maximum. C'est pas neutre, hein, c'est énorme. Sur les modèles haut de gamme. C'est énorme. Voilà, donc ouais. Ok Ellie, pour cette précision, voilà ce qu'on pouvait dire sur le MacBook Retina. Je vous propose qu'on marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième page de cette iWeek. On est toujours en direct. Vous pouvez réagir avec le hashtag iWeekTV sur Twitter, et on passe dans un instant à l'Apple Watch. Voilà, l'Apple Watch, c'était le gros morceau d'hier. Alors je pense qu'on est beaucoup à avoir été un peu déçus parce que finalement on a eu l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression d'assister un peu à une redite de ce qui s'était passé il y a 4-5 mois maintenant. C'était au mois de septembre, au moment du lancement de l'annonce de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. Pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent hier. T'attendais des applis notamment, Manu. On n'a pas eu de nouveauté. Hein? Non, on n'a pas eu grand-chose là-dessus. Moi, j'ai commencé à recevoir des mails de sociétés qui commencent à faire leur publicité là auprès des journalistes en disant ça y est, on a notre application pour l'Apple Watch, ou alors est-ce que ça veut dire simplement que ça y est, ils ont l'idée d'en faire une. Je ne sais pas trop, c'est pas très clair. Mais ça commence à arriver. Là, je sais plus, c'était une pour une compagnie aérienne, je sais pas laquelle, qui nous expliquait que elle avait son appli pour l'Apple Watch. Bon, à mon avis, il faudra attendre de l'avoir au poignet pour comprendre ce que tout ça veut dire exactement. Ouais. Bon, alors on va faire comme pour le MacBook Retina, on va prendre les questions les unes après les autres, on va essayer d'y répondre. Alors, est-ce que l'un de vous a compris combien il y avait de modèles en tout d'Apple Watch? Je parle pas des 3 grandes gammes, ça c'est trop facile, mais dans chacune des gammes, est-ce que vous avez compris combien il y avait de modèles? 5, 6 parfois, non, c'est ça. Non, c'est compliqué. Si on regarde sur le site Apple, on parle bien de 3 collections, et suivant les collections, il y a différents modèles. Par exemple, sur le Sport, la Sport Edition, en fait, il y a 10 modèles. Voilà, alors, tu vois. Mais là, t'as triché, t'as lu, c'était plus facile, Ellie. Non. Non, parce que je l'ai fait hier. Hein. Voilà, donc l'Apple Watch, donc il est le modèle en acier, le milieu de gamme, il y a 20 modèles différents. 20
20. Oui. Ouais. Mais attendez, on compare des modèles, mais on est d'accord. Ce qui change et ce qui fait beaucoup de sous-modèles, c'est les bracelets. Oui, parce absolument. Qu'en fait, le boîtier, il n'y a pas tant que ça différence. Absolument. Mais voilà, ça fait dans la vitrine, ça en fait 20, quoi. Tu vois, si on veut toutes les exposer. Ah, c'est comme si on compte les coques d'iPad, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément de modèles d'iPad, du coup. Enfin. Oui, sauf que t'as pas de coque à $450. C'est pas faux. Ouais. C'est vrai que la coque est vendue avec voilà, c'est ça. Le bracelet est vendu avec la montre. Ouais. On va y venir. Donc 20 modèles d'Apple Watch, donc le modèle en acier qui est le milieu de gamme, 10 modèles d'Apple Watch Sport qui est le modèle le moins cher, l'entrée de gamme à partir de 349 euros, et puis l'Apple Watch Edition. Donc on va y revenir à la fin de l'émission parce qu'on va revenir notamment sur ces prix. 8 modèles différents. Voilà. Donc première question. Voilà, 20 plus 10 plus 8 égale... Ah là là, les cerveaux sont fatigués. 38 modèles d'Apple Watch, voilà. Première réponse à la première question. Deuxième question, quelle autonomie réelle au-delà des 18 heures annoncées ? Est-ce que la réponse d'Apple hier soir vous a suffi, vous a satisfait d'ailleurs ? Non, mais comme toute réponse d'Apple sur l'autonomie, c'est toujours très flou. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces dernières années, c'était que Apple parlait en temps d'usage et ça commençait à être un petit peu plus proche parce qu'avant c'était un petit peu flou d'estimer. Et on se rend compte que grosso modo de ce qu'ils estiment, c'est à peu près réaliste. Maintenant, là, il y a des usages qu'on ne connaît pas, des usages qui se mélangent et on n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas. Tu veux dire comment regarder l'heure, par exemple ? On n'arrive pas à savoir si on pourrait regarder l'heure du matin au soir sur sa montre sans la recharger, Boudiou. Ça, c'est ça. Alors, écoute, il y a quand même une nouveauté, c'est que sur le site d'Apple, il y a une page consacrée à l'autonomie de l'Apple Watch. Alors, autant te dire, je pense qu'ils ont fait passer ça par le service juridique, parce que ça va faire foi. Donc, 18 heures, ça c'est l'usage de base. Alors, ils ont fait les tests, ils ont réussi à atteindre 18 heures, ils l'expliquent. Au cours des 18 heures, ils ont regardé l'heure 90 fois, ils ont reçu 90 notifications, ils ont utilisé une app ou plusieurs apps pendant 45 minutes, ils ont fait 30 minutes d'exercice dans la salle de sport en écoutant de la musique via Bluetooth. Et c'est comme ça ils sont arrivés à 18 heures. Au bout de 18 heures, l'Apple Watch s'est arrêtée. Voilà, elle avait plus de batterie, mais ils ont réussi à tenir 18 heures en faisant tout ça. Après, sur cette page, ils distinguent l'autonomie selon les usages. Alors, si on ne fait qu'écouter de la musique, on tient 6h30. Si on parle, donc si on se sert de la montre appairée à l'iPhone pour une conversation 3 heures. Si on veut faire du sport à haute dose, justement, c'est plus le Gymnast Club, c'est quoi maintenant ? C'est le Club Med Gym, on tient 7 heures. Bref, il y a le détail sur le site, et donc ça relativise et ça détaille en tout cas l'info basique donnée hier soir par Apple, à savoir que l'Apple Watch tient une journée, quoi. C'est ça le message qu'ils ont voulu faire passer hier. C'est vous pouvez passer une journée avec sans trop vous inquiéter, et vous la rechargez le soir et ça suffit. Moi, je voudrais profiter pour envoyer un message à tous les testeurs, comme ils ont dû souffrir pour arriver à ces 18 heures. Tu as raison. Compatissons avec les testeurs de l'Apple Watch. Il y a des gens qui... Page au passage qui est quand même pas très illustrée, pas très visible, pas très accessible, et honnêtement, ça devient quand même très compliqué pour arriver à être intéressé vraiment par ce produit. Tu parlais en intro d'une déception. Moi, j'ai pas été forcément déçu parce que j'en attendais pas grand-chose, mais en revanche là, ça me confirme que ça ne m'intéresse pas forcément en termes de produits tel qu'il est proposé là, et on peut pas s'empêcher. Parce qu'il est trop juste, c'est ça pour toi ? Parce qu'il est trop juste, parce que aujourd'hui les usages sont pas convaincants et qui peuvent être très bien satisfaits avec d'autres produits. Et on peut pas s'empêcher de se dire, c'est difficile, c'est pas bien de le faire et on n'aime pas que les autres le fassent. Pourtant, je m'y risque ce soir, on peut pas s'empêcher de se dire que feu Steve n'aurait pas lancé un produit avec des usages du quotidien qui soient pas plus convaincants, quoi. Alors bon, je le dis une fois, je le ferai pas. Blasphème. on va passer la main à Manu là, oui.
tu peux pas laisser passer ça. Non, d'abord, je pense que Steve Jobs avait donné son accord. Hein, d'après ce que j'ai compris, le produit, enfin en tout cas, les premières ébauches avaient été faites avant. Et alors, moi là-dessus, j'ai une idée assez simple. Je ne sais pas si j'en voudrais une ou pas. Je me suis pas posé la question comme ça. En revanche, ce que je sais, et là-dessus, je crois qu'Apple et d'autres, même Google, d'une certaine manière, avec sa Google Glass, malgré son tragique destin, avait posé cette question et s'était posé cette question-là. Comment est-ce qu'on peut encore une fois, nous, grands constructeurs, nous, grands penseurs de l'électronique grand public, comment on peut résoudre cette question qui est l'immédiateté à l'information? Ouais. Oui, le smartphone, il faut une poche, oui, il faut le sortir, oui, il faut l'activer, même si c'est vachement rapide aujourd'hui avec Touch ID ou toutes ces choses-là. Il n'empêche que il y a pas mal de gestes qui sont encore pour, je pense, ces gens-là, pour ces boîtes, à résoudre et qui restent des problématiques. Et la montre, c'est une manière d'aller directement à une fonctionnalité beaucoup plus rapidement qu'un smartphone. Et juste ça, juste ces quelques quantièmes de temps qui nécessitent l'utilisation de cette montre, à mon avis, ça justifie même le fait de l'avoir créée et de la proposer aujourd'hui. Et je pense même que ça, quelque part, ça confirme qu'elle aura un vrai impact sur le marché, voire qu'ils arriveront à en vendre un bon paquet. Ça, c'est ma première idée dessus, à mon avis. La deuxième sur l'autonomie, je pense qu'on fait un peu là un procès de vieux fans d'Apple. Je m'explique. Oui, à une époque, quand Apple proposait et disait que son MacBook, à l'époque des PowerBook, tenait 3 heures, c'était faux. Voilà, les PowerBook, on les utilisait, s'ils duraient 1h30, c'était déjà un grand maximum. Depuis l'iPad et l'iPhone, il faut bien reconnaître que quand même, les indications données par Apple sur les autonomies sont plutôt justes. Moi, mes iPads, ils tiennent en effet entre 9 et 10 heures sur l'iPad Air 2, et ils tiennent un peu plus longtemps sur les mini. C'est pas loin de ce que dit Apple. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les nouveaux MacBook aussi. Donc, il est très possible que cette Apple Watch, elle tienne bien, en effet, entre, 15 et 18 heures selon l'utilisation plus ou moins intensive qu'on en fera. Et il est possible que ce soit compliqué pour certains usagers qui en auront besoin de plus. Mais à mon avis, ça va plutôt bien matcher ça va bien correspondre à une grosse partie des acheteurs. Alors Manu, tu sais quoi? Puis, oui, vas-y. Après, il faudra qu'on accélère pour faire le tour des questions. Ok, il y a juste une petite option qui est passée un peu inaperçue, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle Power Reserve, et donc c'est une option, si on la coche, il y a une partie de la batterie qui est de toute façon conservée et il garantit 72 heures pour les fonctions essentielles qui seraient, par exemple, lire l'heure. Donc on pourra peut-être pas écouter de la musique pendant 60, mais en tout cas il y aura une réserve minimum. Alors voilà, 18 heures, donc c'est l'autonomie officielle annoncée par Apple. Autre question, est-ce que la batterie sera amovible ou pas? Et la réponse, on l'a pas eu hier soir pendant la keynote, mais on l'a eu depuis. Oui, la batterie sera amovible. Alors tout évident, visiblement, voilà, vous pourrez pas changer la pile. C'est vraiment une batterie rechargeable et il faudra passer par Apple. C'est une confirmation que tu as eue toi de ton côté aussi, Ellie? Absolument, oui. Ouais. Donc la batterie sera remplaçable par Apple. Voilà. Et alors, de la même manière que pour les téléphones, finalement, quand les batteries sont pas amovibles, les utilisateurs rouspètent, mais finalement, ça arrive assez peu souvent qu'on ait à changer la batterie, non? Mais dans une montre, généralement, on change pas tellement les batteries soi-même. Quand elles sont rechargeables, je sais pas. Je crois que c'est plutôt des questions écologiques, non? D'après ce que j'ai compris, toute cette histoire, en fait. D'après ce que j'ai lu, ou de ce que j'ai compris de ce que Tim Cook veut mettre dans Apple aujourd'hui, c'est une réponse essentiellement écologique. C'est pour éviter que les gens ne sortent les batteries, les jettent à la poubelle et voilà. Là, au moins, elles rentrent dans un cycle géré par Apple. C'est une question qui a un intérêt à la lumière d'une donnée qui n'est pas sourcée Apple, mais qu'on retrouve dans plusieurs médias américains aujourd'hui, concerne la durée de vie de cette batterie. Vous avez vu cette info? Non. On parle de 3 ans. 3 ans. C'est donné pour un nombre de cycles maximum, c'est ça? Alors, j'ai pas eu le nombre de cycles, mais voilà, ça correspond à 3 ans d'utilisation. Voilà. Ouais, c'est bien. Oui.
Moi, je suis pas certain que les autres appareils d'Apple avec des cycles de charge comme ça quotidiens, type iPhone, etc., durent plus de 3 ans dans leur capacité initiale, quoi. Ça, c'est sûr que non. Oui, ça. Alors, pour recharger l'Apple Watch, alors ça, c'est une question à laquelle j'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que le chargeur est inclus avec l'Apple Watch ou pas? Une idée. Ça me semblerait tellement fou que ce soit pas le cas. Bah, moi aussi, mais bon, alors on peut aussi en avoir besoin en pièces détachées si on le perd, tu vois, mais on le trouve déjà listé sur l'Apple Store en 2 versions avec 2 longueurs de câble. Alors si vous voulez un câble d'1 mètre, ce sera 35 €, et si vous voulez un câble de 2 mètres, ce sera 45 €. Ouais. Voilà. Ce qui met le mètre à 10 €. Voilà. C'est complètement normal qu'ils proposent des MiFi. Qu'est-ce que tu dis, Manu? Pardon, je disais, c'était une petite référence un peu amusante, mais c'est beaucoup moins cher, 10 € le mètre, que les câbles de MiFi, je peux vous dire. De ta hi-fi? Ah oui, mais toi, tu es dans le haut de gamme chez toi, c'est pour ça. Oui, 10 €, c'est donné. Alors, autre point très important, on n'en a pas entendu parler hier. Moi, c'est une des questions que je me posais depuis longtemps. Est-ce que l'Apple Watch est étanche ou pas? Et on a la réponse. Oui et non. Oui et non. Pas vraiment, quand même. Mais... Enfin bon, moi ce que j'en ai compris, c'est que justement, d'après nos échanges avant l'émission, c'est que si justement elle résistait visiblement à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pour 30 minutes. Dans l'évier, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, ça te permet de prendre ta douche avec, quoi. C'est vrai, mais on peut pas, si on va se baigner dans la mer ou dans une piscine, il faut l'enlever. On est d'accord. Certes. Ou alors il faut pas plonger. C'est pas prévu pour être immergé dans l'eau. Enfin, en même temps, un iPhone n'est pas prévu non plus pour être immergé dans l'eau. Mais combien ici on a sauvé d'iPhone tombé dans les toilettes en le mettant dans un sac de riz toute une nuit en le redémarrant le lendemain matin. Donc ça reste quand même des machines relativement bien faites, suffisamment hermétiques pour que l'eau ne rentre pas comme une espèce de raz-de-marée à l'intérieur et grille tout. C'est déjà ça. On peut pas non plus être hyper tranquille en se disant quoi qu'il arrive, elle craint rien. Il faut quand même l'enlever dans certaines conditions. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Juste la norme IPX7. Je crois que Guillaume, tu t'es renseigné, t'as eu le temps de te renseigner sur ce que c'était exactement? Ouais, alors je suis sûr qu'on va m'insulter peut-être sur Twitter parce que je dirais peut-être des grosses bêtises. De ce que j'ai compris, c'est que la norme IP, le premier chiffre, c'est la certification à la poussière. Donc quand il y a un X, c'est que en gros, ça n'a pas été spécifiquement été testé pour, ou certifié en tout cas. Mais ce qui compte évidemment, c'est la résistance à l'eau, puisque quand ça résiste à l'eau, ça résiste aussi à la poussière. Et visiblement, donc effectivement, le chiffre 7, de ce que je voyais dans les tableaux, mais peut-être qu'on me contredira. L'idée, c'est que ça puisse résister jusqu'à 1 mètre d'immersion pendant 30 minutes. Mais finalement, ce qui est, encore une fois, ça me semble pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de montres connectées ou de montres tout court qui sont aussi bien certifiées face à l'immersion? Je sais pas. La Withings Activity, oui. Alors la pop, c'est typiquement du 7. Ouais, c'est du 7. L'activité classique, peut-être plus. Absolument. Bon voilà, donc en tout cas, on pourra prendre sa douche avec l'Apple Watch si on en a une, mais pas question d'aller faire un triathlon avec. Vous pourrez vous en servir comme d'un presse-papier à l'arrivée. Alors, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous avez peut-être commencé à voir débarquer la mise à jour d'iOS 8.2. Elle est arrivée. Pour moi, elle est arrivée juste avant le début de l'émission. Je ne sais pas si vous l'avez chargée vous aussi. Et je voulais vous. Tout à fait. Dès hier soir? Ah bah donc Monsieur est un privilégié. Je voulais juste vous montrer donc c'est la partie la plus visible en tout cas de cette mise à jour. Vous voyez là, vous le voyez là, c'est l'icône de l'appli Apple Watch. Alors quand on la lance, on a un message en français. Et l'appli nous propose immédiatement de jumeler l'iPhone avec l'Apple Watch. Et ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, il y a 2 méthodes. L'une des 2 méthodes passe par le capteur photo de l'iPhone, et donc qui nous propose un peu comme ce qu'on fait avec les QR codes en fait, de placer l'Apple Watch dans ce cadre. Alors je comprends pas trop comment l'appareil photo peut reconnaître le modèle d'Apple Watch par le numéro de série qui est en fait dans le dos de l'Apple Watch. Ah, c'est le dos qu'on vise. Oui, absolument. Ah, c'est le dos qu'on vise, d'accord. Eh ben voilà. Et donc du coup, il y aura le numéro de série, donc il aura tout, et c'est le même système qui permet aujourd'hui, par exemple, quand on a une carte iTunes,
on la met devant l'écran de l'iPhone et automatiquement le code de la carte est incorporé. Ça prend un dixième de seconde. Ça marche remarquablement bien. D'accord. Bon, bah très bien. Sur les applis, alors je sais que vous avez été un peu déçu, notamment toi, Manu, hier soir, hein, parce que c'était les mêmes qu'il y a 6 mois, grosso modo. Oui, j'étais à la fois déçu et en même temps je comprenais bien la stratégie de communication d'Apple là-dessus, qui est de ne pas brouiller le message. Et je pense que les applications tierces, comme on dit, elles arriveront après. Là, par exemple, l'application qui nous a été démontré, qui permet d'envoyer un dessin à quelqu'un, pour moi, ça ressemble à peu près aux longues minutes, aux longues minutes d'ennui que Steve Jobs nous imposait parfois sur les démonstrations de photo booth. Je sais pas si vous vous souvenez, bien sûr. Qui était terrible, où on nous expliquait que c'était formidable de faire des photos avec des effets, avec son eyesight à l'époque. Ça, c'était vraiment chiant. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça sur ces petites applications de communication par les dessins qui seront certainement super pour les enfants 2-3 fois, puis après, je suis pas certain que ça soit très pérenne. Mais en tout cas, la communication d'Apple, c'était de donner une impression globale de ce qu'était ce nouveau produit. Il fallait peut-être pas, en effet, polluer tout ça, polluer ce message de communication avec des applications tiers qui vont arriver certainement prochainement, puisque toutes les rumeurs qu'on avait eues avant cette keynote, c'était justement en direction des développeurs à qui on avait imposé plein de choses, paraît-il, pour être prêts lors de la keynote. Ouais. Ils étaient peut-être prêts ou ils étaient peut-être pas prêts, mais en tout cas on les a pas vus. Alors, l'une des questions, c'était quid des jeux, parce qu'on n'a toujours pas vu de jeux sur l'Apple Watch. Alors forcément, l'écran limite un peu les possibilités, mais il y a plusieurs éditeurs qui travaillent déjà. Alors évidemment, les jeux type mots croisés, mots fléchés. Là, on a l'exemple de Letterpad avec une version Apple Watch qui est en cours de développement. Voilà, on va pas en voir grand chose, quelques secondes, mais on peut pas afficher beaucoup plus sur un tout petit écran comme ça. On a aussi Elemental qui est une appli, c'est plus un quiz en fait, hein, avec des questions et des réponses et des points qu'on engrange. Voilà, il va falloir un petit peu de temps peut-être pour qu'on adapte les jeux, hein, à ce format d'écran. Est-ce que oui. Il faudra forcément des jeux très très courts, parce que c'est typiquement c'est entre 2 stations de métro, quoi, et encore si on se la fait pas voler. Absolument, mais l'autre chose en plus, c'est que les jeux demandent beaucoup d'interaction, et Apple, ce qu'ils veulent, c'est limiter le plus possible l'interaction avec la montre dans un premier temps. Ils veulent que ce soit des glances, c'est-à-dire qu'on jette un coup d'œil et pas plus. Donc si c'est un jeu et qu'on est tout le temps en train d'appuyer sur la montre comme des forcenés, l'autonomie elle va chuter de façon spectaculaire. Eh oui, c'est ça la trouille d'Apple, c'est que les applis prennent pompent trop d'énergie finalement, les jeux, oui. En tout cas. Ouais. Il y a quand même une problématique plus large pour Apple depuis l'introduction de l'App Store sur iPhone, c'est que 80% je crois des applications sont des jeux. Or 80% des applications pour les jeux, ça limite considérablement d'une certaine partie la population qui va être touchée par cet App Store. C'est très bien les jeux, hein, tout le monde y joue, c'est vrai, mais enfin ça reste quand même un peu limité. Ouais. Et avec ces appareils qui, comme tu dis Benjamin, sont pas super efficaces pour jouer, et en plus vont se décharger rapidement, ouais. Il faut absolument que Apple réussisse à aller vers un autre domaine. Le domaine, c'est le fameux Quantify Self, toutes ces choses-là, qui font que finalement, on va quitter l'entertainment pour Apple pour aller vers autre chose, vers la e-santé, vers la e-socialité, ou toutes ces choses, voilà, qui devraient être beaucoup pareil. Là-dessus, il y a vraiment tout à inventer. Manu, on te perd un peu parfois. Alors, et comme il nous reste exactement 5 minutes, je voudrais qu'on trace et qu'on passe vraiment au point dernier point très important. Nouvelle question, quelle est la capacité de l'Apple Watch en termes de stockage ? Moi, je sais. Ah bah vas-y, Ellie. C'est une 8 Go interne, mais Apple a limité la taille de ce que l'utilisateur pourra utiliser pour stocker des photos de la musique. Voilà, 2 gigas pour la musique et 75 mégaoctets pour les photos. Alors forcément, elles vont être, leur taille va être réduite, hein, pour pas besoin d'avoir une photo de 5 mégas pour l'afficher sur un petit écran, mais 75 mégas, c'est vraiment rien. On est même plus habitué à compter en mégas aujourd'hui. Et non. Et pourtant, remarque, oui, c'est vrai, 75 mégas pour l'ensemble des photos, oui, donc c'est pas beaucoup.
Alors les accessoires de l'Apple Watch, on en parlait tout à l'heure. Quel prix pour ces accessoires, et notamment pour les bracelets? J'avais pas vu l'info hier et c'est vrai que je suis abasourdi par le prix notamment du bracelet en acier. 499 €. Ça n'est que de l'acier, hein, mais alors il est à $449. C'est bien ce bracelet là qu'on voit, qui est quand même le bracelet basique de. Basique. Oui. Non, enfin, absolument. Et en Europe, c'est 499. J'ai regardé le prix. C'est hallucinant. Donc c'est bien celui-là. Oui. Le bracelet en cuir là qu'on voit bleuté 240. On parle en dollars, hein, 249. La boucle milanaise 149. 149 pour le bracelet en cuir. 149 pour celui-là. Et finalement le bracelet sport, tout plastique. Bon, $49. Mais c'est sidérant. Ils se font d'ailleurs assez taillé, hein, sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés. C'est très 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 cher. Enfin, je veux dire, c'est dément, quoi. Le bracelet vaut finalement aussi cher que la montre? Ben oui. Hein? Oui. Celui-là en acier, oui. Mais par contre, j'ai eu une réflexion parce que j'en parlais cet après-midi avec un utilisateur qui m'a dit que aujourd'hui un bracelet Breitling en acier comme celui-là, ça vaut entre 700 et 800 € et que donc ça ne le choquait pas du tout. Ouais, mais comme quoi, il y a des marchés qu'on connaît pas, mais voilà. Ouais, sûr. Bon. Alors, il faut quand même se rappeler que la sortie du premier iPhone, il a été commercialisé un poil cher et que Apple a très vite descendu de $100. On sait jamais, peut-être qu'ils feront ce coup-là aussi avec l'Apple Watch sur des accessoires directement. Apple est quand même capable de s'adapter s'il sent que le marché ne réagit pas très très bien. Ouais. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on termine sur l'Apple Watch Edition, qui est quand même le modèle extrême. Tous les points de vue. Alors, au moins 2 questions. La première. Quel est le prix du modèle le plus cher d'Apple Watch Edition? On a su que c'était $10,000 pour le premier modèle hier, mais combien vaut le modèle le plus cher? Ça dépasse les 18 000 €. 18 000. Ouais, effectivement, on est à $17,000, donc en dollars hors taxe, hein, c'est ça. Donc entre 10 et $17,000 ou 18 000 Moi, j'en veux une, hein. €. Tu en veux une? Quelle est la seule différence en dehors du prix et de l'or entre l'Apple Watch Edition et les autres modèles? Son prix. En termes de fonctionnalité, aucune. Non, il y a une autre différence. La boîte qui permet de charger la montre avec un connecteur. Ah oui. Peut-être, mais non. Non, il y a une vraie différence. Le fait qu'elle soit pas vendue partout? Non. Elle est Android. Ça devient intéressant. Compatible Windows Phone. À partir du moment où vous dépensez plus de $10,000 pour une montre et une Apple Watch, vous aurez droit gratuitement à 1 an de garantie supplémentaire. C'est pas la fête, ça. Du coup, je vais changer de modèle. Voilà, c'est bien ça. Je veux celle-là. Voilà. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on a fait, fait un peu. Juste 30 secondes, parce qu'une petite info, on avait parlé au début, qui est importante, surtout si on a des spectateurs. Oui, on l'a pas dit, tu as raison. Vas-y, 30 secondes. Voilà, donc Apple nous a annoncé malheureusement que les APR, les Apple Premium Resellers, et tous les autres revendeurs n'auraient pas l'Apple Watch, ce qui a été une énorme déception. C'est incroyable. Et donc, on lance une pétition pour tous les spectateurs qui aiment acheter leurs produits en dehors des Apple Store. Je comprends que certains aiment ça et qu'ils y aillent. Mais si vous pouviez passer le message à Apple qu'il y a d'autres vendeurs qui font leur métier, qui se battent pour Apple depuis des années et des années et des années, et qu'un coup comme ça, c'est vraiment très très dur pour nous et on aimerait bien leur support. Voilà. Bon, le message est passé. En tout cas, moi, je te soutiens de tout cœur, Ellie, et je trouve ça totalement aberrant. J'espère que ce sera très très provisoire et que Apple rectifiera le tir très très vite. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Manu. Très bonne soirée. Merci Ellie. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous d'iWeek sur Watch. On se retrouve mardi prochain, même heure, 20h, 21h en direct pour toute l'actu Apple en live. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.